bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je sais, je vous avais dit qu'on ferait plus d'actualité, aujourd'hui c'est quand même le cas, on va faire de l'actualité. Je vous avais dit qu'on ferait plus de vidéos longues d'actualité, en fait je me suis rendu compte que le format d'une minute du vendredi, en fait prend déjà beaucoup de temps à monter, étant donné que du coup il faut bien millimétrer pour que ça passe dans le format d'une minute. Du coup pour les grosses actualités ça passe pas forcément, et là aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une actualité, vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'une nouvelle Mazda, le CX-60. Bon, j'aurais pu vous parler aussi du Renault Austral qui est sorti récemment. Bon, en fait, je le trouve pas super intéressant. Intérieur d'une Mégane, motorisation actuelle qu'on peut retrouver sur les voitures de la gamme Renault, un style extérieur somme toute assez basique. Du coup, je me suis dit que c'était beaucoup plus intéressant de vous parler du Mazda CX-60. Allez, c'est parti. Action. Le CX-60 vient du coup s'ajouter à la gamme Mazda et même la couronner, vu qu'il va se placer vraiment le plus haut, étant donné que ça va être le véhicule le plus cher, le plus puissant et surtout le plus gros. Bon, si on regarde la nomenclature, normalement ça aurait été CX avec un numéro. En fait, du coup ils appellent ça CX60 pour harmoniser la gamme, vu qu'ils veulent arrêter juste un chiffre. Donc par exemple avec le CX5, c'est passé CX50, et par exemple avec le MX 30, donc c'est une gamme d'SUV qui essaye de tirer la gamme vers le haut de manière beaucoup plus premium. Et si on y regarde, ce que je trouve assez frappant, c'est notamment l'emploi de matériaux assez nobles et plutôt bien finis et assemblés dans les intérieurs. Si vous aviez vu la vidéo que j'avais réalisée à la foire de Clermont à l'automne dernier, vous avez pu voir le MX-30 avec le liège à l'intérieur du plus bel effet, et là du coup on va retrouver un petit peu les mêmes attributs. On y reviendra d'ailleurs juste après. Tout d'abord, il faut préciser que c'est un nouveau SUV, et qui dit SUV dit des attributs stylistiques assez particuliers. Tout d'abord, pour bien identifier que c'est un SUV, on va déjà prendre juste la taille, 4,74 m, une hauteur assez élevée, vraiment les archétypes d'un SUV, il va faire 2 tonnes. Le coffre n'est pas si grand que ça, on est en dessous des 500 litres, je trouve que c'est presque limite, sachant qu'on est aux alentours de 480 litres. À noter qu'il y a quand même un double fond, ce qui est quand même utile pour le chargement, notamment des câbles de recharge, étant donné que c'est un hybride rechargeable, on y viendra juste après, d'ailleurs premier de la marque. Et donc cette ambiance premium a un objectif, venir concurrencer des premiums sur ce segment-là, c'est-à-dire Mercedes avec le GLC ou le GLE, peut-être plutôt GLC en termes de taille, le Volvo XC60, le Q5, le BMW X3 et plein de voitures de cette même catégorie-là. Franchement, c'est un pari osé, mais c'est sûrement ce qui risque de faire se démarquer Mazda, étant donné que les segments plus classiques, c'est-à-dire plus une concurrence face à Renault et ces constructeurs-là, le problème il est que Mazda fait pas assez de volume pour pérenniser, je pense, l'activité sur le secteur français. Oui, puisque Mazda vend évidemment sur d'autres continents, et des SUV d'ailleurs beaucoup plus gros comme en Arabie Saoudite ou encore aux États-Unis. Bon, si on s'attarde maintenant sur le style extérieur, on va pouvoir se rendre compte d'une chose, c'est déjà de la grosse calandre à l'avant avec le logo Mazda fièrement affiché. Alors, franchement, moi ça me déplaît pas forcément, c'est même plutôt assez joli. Par contre, c'est très agressif. Si vous cherchez une voiture beaucoup plus sobre, c'est pas forcément vers ce véhicule qu'il faudra peut-être se tourner. D'ailleurs, en parlant de style, il va être très caractéristique d'une nouvelle architecture employée par Mazda, c'est celle du moteur longitudinal avec une architecture typée propulsion. Alors sur le PHEV ça va être un 4 roues motrices, sachant qu'il est quand même typé propulsion en termes de conception. Ce qui fait que ça va avoir pour conséquence d'abord un capot assez long, un habitacle assez reculé, et ça va lui donner un look assez agressif, je trouve. Cependant, malgré que ce soit un SUV, je trouve que l'épaisseur de vitrage n'est pas si élevée que ça. Alors c'est peut-être que la ceinture de caisse aussi assonne, mais visuellement ça lui donne un effet qui ne soit pas si haut que ça, contrairement par exemple à un Range Rover qui, quand on le voit, paraît immense. Mais là, franchement, le rapport entre la ceinture de caisse et la hauteur de vitrage me paraît beaucoup plus cohérent. Autre aspect qui est intéressant de savoir, c'est que les jantes ne vont pas monter sur des dimensions beaucoup trop grandes comme on peut avoir chez d'autres constructeurs qui montent jusqu'à 21-22 pouces. Ici, ça va commencer à du 18 jusqu'à 20 pouces, donc ce qui est assez correct et général. Si on parle de style chez Mazda, notamment avec la Mazda 3, ce qui, moi, personnellement, me frappe en termes de style, ça va être le traitement des surfaces qui va être très beau, puisqu'on va avoir notamment, je pense, aux 3 quarts arrière de la Mazda 3 avec des flancs très lisses, très tendus, ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeux de lumière, de réflexion autour de la voiture. Je trouve vraiment ça très joli. Ici, on conserve toujours quand même ce traitement surfacique, hein. On va garder des galbes très ronds, très sculptés comme ça. Alors beaucoup moins acérés
que sur d'autres SUV type X3 par exemple. Ici c'est beaucoup plus en rondeur, mais c'est un traitement surfacique que j'aime pas mal. Les seuls défauts sur la cohérence de ce style avec les rondeurs, pour moi ça va être les extracteurs d'air qui sont factices hein, sur les ailes avant avec écrit PHEV sur la version PHEV. Je trouve qu'ils font un petit peu tâche. Alors après c'est peut-être parce que ça aurait fait un peu vide et ils sont obligés de rajouter ça, mais notamment sur la version blanche de présentation je trouve que ça fait une sorte de verrue sur l'aile. Personnellement, je suis pas forcément fan. L'autre élément où je mettrais peut-être un petit bémol, mais il suffirait peut-être de voir le véhicule dans une autre couleur, puisque là le blanc fait ressortir absolument toutes les lignes, c'est le pli au niveau de la carrosserie au-dessus des passages de roues. Je trouve que ils sont un petit peu trop prononcés à mon goût, ce qui fait que je trouve que sur l'idée qu'on se fait de Mazda, c'est peut-être un poil trop acéré. Après, ça au goût des clients, j'imagine qu'ils ont fait une étude de marché préalablement, donc c'est quand même des choix assez réfléchis. En tout cas, ça reste mon avis. Autre détail qui, moi, j'ai pas mal apprécié, c'est un détail qu'on avait déjà vu sur le MX-30, mais qui est repris un petit peu différemment. Ça va être une LED sur la calandre, sur le coin de la calandre, qui va amener de la lumière et qui va guider le regard directement jusqu'à l'optique. Et je trouve que vraiment, en termes de lecture visuelle, c'est très sympathique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce véhicule sera équipé d'un moteur plug-in hybride au tout départ. En tout cas, c'est un plug-in hybride, certes. À l'avenir, il y aura peut-être un 6 cylindres, peut-être V6 qui sera implémenté sur le véhicule. En fait, ça va dépendre des marchés, je pense, puisque on y revient toujours au même problème, les normes environnementales, qui font qu'en termes de CO2, il faut quand même une cohérence et surtout en termes d'achat, puisque si vous prenez un malus beaucoup trop important, ça va réfréner la plupart des clients. Bon, en tout cas, si on prend la motorisation PHEV, ça va être malgré tout une motorisation assez noble, contrairement à beaucoup de constructeurs qui mettent des petits moteurs, qui mettent une grosse suralimentation, ce qui fait que le moteur est souvent à la peine. Ici, Mazda ne fait pas ce sacrifice-là. Ils vont garder un moteur atmosphérique. Je pense que ça va être un des rares constructeurs à garder un vrai moteur atmosphérique sur de l'hybridation plug-in hybride. En plus, un gros moteur, 2,5 litres de cylindrée, ça me rappelle un petit peu chez Mitsubishi le 2,2 litres qu'ils ont, qui sort que 180 chevaux certes, hein, mais bon, chez Mitsubishi on dirait plutôt un problème de recherche et développement entre guillemets qui est pas assez abouti. Là on dirait plutôt qu'au contraire c'est un pari directement de mettre une motorisation un petit peu plus grosse, de limiter le downsizing pour récupérer du couple et de l'agrément de conduite lors de roulage thermique. Donc sachant que le moteur thermique va faire un tout petit peu plus de 190 chevaux, le moteur électrique un petit peu plus de 130 chevaux, ce qui fait qu'on va avoir une puissance cumulée de 317 chevaux. Alors certes ça paraît énorme, n'empêche que le bestiau fait quand même 2 tonnes, ça sera avec des performances malgré tout intéressantes, hein. Ça il n'y a pas aucun souci vu que le 0 à 100 est abattu en moins de 6 secondes. Alors après je pense que ça sera surtout pour une voiture très autoroutière si je puis dire, avec quand même l'aspect hybride qui permettra de rentrer dans le centre-ville sans trop de problèmes, sans trop de consommation. Mais malgré tout, vous attendez pas, je pense, à une voiture très dynamique en termes de comportement routier, vu que je trouve qu'il transpire à travers ce véhicule, c'est plutôt de la sérénité, de la zénitude. Bon, toutefois, ils ont quand même pensé à l'agrément de conduite avec une toute nouvelle boîte 8 rapports, double embrayage très rapide et que ce soit en montée ou en descente de rapport. Et tout ça dans un objectif aussi d'optimiser à mon avis en termes de consommation notamment électrique, ce qui fait que si on parle d'autonomie électrique, malgré que la batterie soit pas forcément d'une taille ultra conséquente, on a quand même 60 km d'autonomie, ce qui est dans la bonne moyenne du marché. Si maintenant on s'intéresse plutôt à l'intérieur et que on regarde un petit peu ce qui se passe côté technologie, on va retrouver un écran central comme dans absolument toutes les voitures, à quelques exceptions près, je vous l'accorde. Il va être tactile uniquement à l'arrêt, sinon il va falloir l'utiliser avec une molette à la manière du iDrive de chez BMW. Franchement, c'est un avis très personnel, je pense. Il faudra l'essayer pour que chacun puisse se faire une idée de savoir si ça lui plaît. Moi, personnellement, pour avoir conduit beaucoup de BMW et de Mini qui ont ce système iDrive avec molette, en réalité, je trouve ça vraiment plutôt pas mal parce que ça évite d'avoir à bouger dans le véhicule et ça permet juste de l'avoir à la sortie de la coudoir. Et je trouve qu'en termes de prise en main, de sécurité de conduite et d'ergonomie, je trouve ça quand même assez intéressant, alors que pourtant beaucoup de constructeurs viennent à le retirer. Bon, cependant, les commandes vocales sont de plus en plus efficaces et effectivement, de plus en plus de gens les utilisent pour naviguer au sein des menus. On retrouvera également un combiné spécifiquement pour la clim, contrairement à d'autres constructeurs qui viennent enlever tous les boutons de climatisation. Là aussi, aspect pratique assez intéressant.
Autre aspect qui va être assez technologique, ça va être l'instrumentation de bord avec un affichage tête haute, apparemment avec une projection beaucoup plus grande que la majorité des voitures de la gamme et également de certains concurrents. On va retrouver également des compteurs digitaux qui vont être sûrement personnalisables. Là pour le coup, j'ai pas beaucoup d'informations pour l'instant à vous communiquer. J'imagine que ce sera comme à peu près tous les constructeurs, c'est-à-dire que vous pourrez faire dérouler des menus, peut-être la navigation, la vitesse, la conso, quelques données de l'ordinateur de bord, à voir si ça sera sur quelque chose de plus, mais je ne pense pas. Par contre, il y a une techno qui est assez innovante, c'est la première fois que j'entends parler, alors corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, il s'agit d'une caméra de reconnaissance faciale située entre je dirais au milieu du volant, ou en tout cas dans les compteurs, ce qui passe au centre à travers le volant en tout cas, qui va permettre de reconnaître le conducteur, lui attribuer une position de conduite optimale, ainsi que régler les rétroviseurs. Et franchement, c'est pas si con que ça, parce que ça va permettre d'avoir, d'après les capteurs, la position ergonomique optimale pour optimiser encore une fois le confort et le bien-être au sein du véhicule. Il faudra voir du coup comment ce système fonctionne exactement, si c'est pas trop gadget et en termes de... Parce qu'il y a quand même des gens qui ont des positions assez particulières mais qui sont à l'aise. Alors certes, elles sont pas forcément optimales, mais il faut juste espérer qu'il y ait des latitudes en fait, qu'ils fassent une présélection avec la reconnaissance faciale et que peut-être après l'utilisateur puisse interagir dessus. Là pareil, j'ai pas encore vu de démonstration de comment marchait trop le système. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs de le voir. Tant qu'on est à l'intérieur, comme je vous l'ai dit en introduction avec les nouveaux véhicules de chez Mazda qui montent en qualité perçue, ici je trouve que vraiment les beaux matériaux, visuellement en tout cas ça marche. On voit le tissu sur la planche de bord, le cuir clair, et tout ça je pense ça participe quand même à une certaine zénitude à l'intérieur, notamment le fait que ça soit aussi très horizontal. Ça fait contrairement à certains constructeurs où c'est très, par exemple je pense notamment à Peugeot sur les dernières 208 où c'est très acéré avec beaucoup de relief. Là c'est beaucoup plus plat, blanc, enfin en tout cas clair sur la version de présentation. Peut-être qu'il y aura des versions foncées, enfin c'est même pas peut-être, je pense que c'est une certitude. Donc je pense que ça aide vraiment à se sentir bien dans le véhicule. À l'heure actuelle, avec surtout un paysage urbain qui est assez anxiogène dans les grandes villes, c'est vraiment intéressant de partir sur ce postulat-là, un petit peu à la manière de Volvo, qui fait des intérieurs clairs avec du bois. Ici d'ailleurs, on retrouve du bois. De ce que j'ai pu en lire, ça reste de l'érable, avec des motifs qui sont assez irréguliers, mais qui ont été conservés pour apporter un aspect naturel au véhicule. Autre aspect sur l'intérieur, ça va être au niveau de la sellerie. Sur la version de présentation, on peut voir des bandeaux noirs au centre des sièges. Alors, est-ce que c'est un attribut commercial ou est-ce que c'est vraiment réfléchi par l'équipe de design intérieur? C'est une bonne question. Mais en tout cas, la signification, soi-disant, ça serait pour rappeler les kimonos de judo avec la ceinture noire. Alors, est-ce que c'est juste un effet de marketing? En tout cas, stylistiquement, je trouve que c'est plutôt réussi et ça rapporte un petit peu de profondeur sur les assises, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Intérieurement, on peut aussi parler de l'habitabilité. Effectivement, comme c'est un SUV assez grand avec un empattement également assez long, on va avoir une bonne habitabilité. Et point à noter, malgré l'architecture typée propulsion 4 roues motrices, le tunnel de transmission va pas être si important que ça. Ce qui fait que le troisième passager à l'arrière risque d'être plutôt bien installé. Autre point d'ailleurs, en parlant de ce côté transmission qui peut avoir des impacts sur l'intérieur, beaucoup de constructeurs, notamment je pense à BMW récemment avec le iX, même avec Tesla par exemple, beaucoup essayent de faire disparaître, diminuer, atténuer, je vais essayer l'adjectif, le qualificatif que vous souhaitez. Ils essayent de se débarrasser de cette fameuse console centrale car elle est trop imposante, elle casse un petit peu la lumière. Ici, Mazda a fait le choix au contraire d'en faire une assez imposante. C'est un choix, je pense, très personnel. Parce que malgré tout, moi personnellement j'aime bien cet effet un petit peu cockpit où le conducteur est un petit peu enfermé dans sa bulle. Après, l'avantage c'est que ça apporte la possibilité d'ajouter du bois qui est assez joli et je trouve que le traitement est assez bien fait avec la molette sur le bas, la coudoir est devant le levier de vitesse. Donc il faudra voir, après c'est pareil, c'est une question de goût je pense, mais en tout cas ceux qui sont habitués à des voitures allemandes, je pense notamment au X3 etc, avec des consoles centrales assez imposantes, ils ne seront pas dépaysés, au contraire ils se retrouveront sur un univers assez familier. Autre aspect que je trouve assez intéressant, ils ont essayé en recherche et développement de diminuer l'épaisseur des piliers, donc tout en conservant quand même un aspect sécuritaire important. Ils ont essayé donc d'ajouter des piliers plus fins afin d'augmenter la visibilité.
au-delà de l'aspect sécuritaire pour limiter les angles morts, ça va avoir un autre aspect, c'est que ça va ajouter de la lumière à l'intérieur. Certes, le cuir est blanc, mais avec plus de lumière qui rentre, c'est encore mieux. Et option encore mieux, il y a carrément la possibilité d'avoir un toit panoramique sur une grosse partie du toit, ce qui va faire encore un énorme puits de lumière. Je pense que vraiment on va pas se sentir du tout engoncé sur ce véhicule. En tout cas, avec l'intérieur blanc. Il faudra voir sans toit ouvrant et avec un intérieur noir ce que ça donne. Mais je pense qu'en termes d'intérieur blanc, je pense que ça va être très très agréable pour les passagers à l'arrière. Si maintenant on parle de prix et commercialisation, il sera normalement lancé, vendu, je sais pas exactement ce qu'ils entendent par commercialiser, en septembre 2022, donc j'imagine que les premiers qu'on va voir dans la rue, ça sera d'ici décembre 2022, voire peut-être même un petit peu après, parce que malgré tout, ça reste un véhicule assez haut de gamme, donc pas sûr qu'au départ, il y ait beaucoup de précommandes ni de commandes tout court. Le volume sera assez restreint, mais malgré tout, je pense qu'on aura moyen d'en croiser quelques-uns à partir de l'hiver prochain. Si on réfléchit en termes de prix de base, c'est à peu près à partir de 52 000 euros sur 4 finitions possibles. Il va y avoir tout d'abord la Prime Line, ensuite Executive Line, ensuite Omura et ensuite Takumi. Takumi étant la plus haut de gamme, celle qui a été présentée en blanc comme ça dans l'espace pour la presse. Malgré tout, ce Takumi, donc la plus haut de gamme avec l'ensemble des options, avec le moteur hybride, etc., on va viser à un prix malgré tout au-delà de 70 000 euros, ce qui est assez conséquent. Mais pour comparer par exemple avec un X3 hybride rechargeable, c'est pas si élevé que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une vidéo sur l'histoire de Saab. C'est une vidéo qui me tient à cœur de faire depuis il y a très longtemps. J'avais jamais trouvé le temps ni l'occasion de le caser dans le planning. C'est chose faite. Elle arrive dimanche prochain. Un travail de recherche assez important a été fait, mais c'est surtout pour parler de le goût que j'ai pour cette marque, et je trouve que l'innovation qu'ils ont apportée sur certains détails est très intéressante et je trouve que ça sera sympa de la regarder. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas pour pas la manquer, à activer la cloche de notification, vous abonner pour le référencement de cette vidéo-ci, laissez un pouce en l'air, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce nouveau CX-60, s'il s'intègre vraiment dans l'environnement automobile actuel ou si vous trouvez qu'il est un petit peu décalé par notamment ses motorisations qui est potentiellement V6 ou potentiellement son côté très gros. Moi je pense que personnellement il s'intègre assez bien en réalité pour une cible premium. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Rendez-vous mercredi sinon pour un short. Sur ce, portez-vous bien.